de faire rentrer les personnes dans la conversation. On est déjà 71 à être connectés. Nous allons donc pouvoir continuer nos traditionnels rendez-vous INSECSPORT et nous avons le plaisir d'accueillir Maître Éric Borghini qui est avec nous, qui a notamment plusieurs fonctions et qui va les détailler pour vous ce soir. N'hésitez pas évidemment à poser vos questions dans la conversation et M. Borghini fera le connaître. Voilà. Je t'entends plus, Julien. Bonsoir donc Éric, merci Voilà. de votre présence avec nous ce soir. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter, Éric, s'il vous plaît? Qui êtes-vous, votre vie, votre œuvre? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, évidemment. Eh bien, je m'appelle Éric Borghini, je suis avocat au barreau de Nice. Je suis spécialiste en droit criminel, droit pénal, procédure pénale depuis trentaine d'années. Et je suis depuis encore plus longtemps, 43 ans maintenant, dans le football. Après avoir été arbitre de football, j'ai très jeune été élu au conseil d'administration du district de la Côte d'Azur de football, qu'on appelle le comité de direction. Et à l'âge de 25 ans, j'en suis devenu le président 10 ans après, à 35 ans, où j'ai été le plus jeune président de district de France. Et j'ai présidé cette organisation sans discontinuer pendant 20 ans, avant d'être appelé en 2016 à devenir le président de la Ligue Méditerranée de football, qui est donc l'organisation qui supervise tout le football méditerranéen, donc des 5 départements de l'extrême sud de la France, les Alpes-Maritimes, le Var, le Grand Vaucluse, le Rhône-Durance, le Vaucluse, les Alpes et naturellement la Provence. En 2012, Noël Le Graët m'a demandé de le rejoindre à la gouvernance du football français et j'ai été élu sur sa liste en 2012 avec la mission de piloter l'arbitrage français, qui, il y a une dizaine d'années, était dans un état que peut-être vos participants ignorent, parce que je suppose qu'ils sont bien jeunes, mais l'arbitrage français était vraiment dans un état compliqué, difficile et absolument plus reconnu sur le plan international. Donc j'ai été chargé par le président de piloter ce dossier au sein du comité exécutif. Et j'ai été réélu en 2016 et en 2020, toujours avec Noël Le Graët, ce qui fait que, avec Albert Gemmerich, que peut-être certains footeux parmi vous connaissent, nous sommes les 2 plus anciens membres du comité exécutif actuellement en fonction de la Fédération française de football. Alors, l'organisation de l'arbitrage en France, plus exactement l'organisation de sa gouvernance, repose sur une réforme que j'ai portée en 2013 devant l'Assemblée fédérale, qui est le grand parlement de tout le football français réuni, football amateur et football professionnel, à la demande du président Le Graët et après avoir travaillé avec mes collègues du comité exécutif de l'époque, nous avons proposé une réforme en profondeur de la gouvernance de l'arbitrage de l'époque, qui n'avait pas moins de 5 structures pour la diriger: le Conseil supérieur de l'arbitrage, la Commission fédérale des arbitres. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur Borghini. Je Oui, pense qu'il y a un bug en fait. Désolé déjà de vous interrompre, mais en fait, on vous entend pas bien parce qu'il y a des demandes
il y a des demandes pour rejoindre l'appel et du coup, il y a un Je bruit. m'en occupe, je m'en occupe. Merci beaucoup, je m'en occupe. Merci Mehdi, je m'en occupe. Tu peux Donc, continuer, Eric. je continue. Oui. Donc, oui, je vous disais qu'à l'époque, en 2012, quand je suis arrivé aux affaires, il y avait 5 structures qui supervisaient, dirigeaient, on s'y perdait tellement c'était confus, l'arbitrage français. Il y avait d'abord le Conseil supérieur de l'arbitrage, puis la Commission fédérale de l'arbitrage, puis la Direction nationale de l'arbitrage, la Commission des arbitres, éclatée en plusieurs sections, le Centre de recherche sur l'évolution et la promotion de l'arbitrage, le CREPA. Bref, on s'y perdait et évidemment, quand la confusion règne, il est difficile de travailler avec efficience. Donc nous avons fait la réforme et désormais, il n'y a plus qu'une seule structure de gouvernance de l'arbitrage qui est la Commission fédérale des arbitres, celle que je préside depuis 10 ans maintenant, qui est composée de 6 membres, son président et 5 autres membres proposés par le président au comité exécutif de la fédération, qui nomme évidemment tout le monde, puisque dans l'organisation de la fédération, le comité exécutif est en quelque sorte, comme son nom l'indique, l'exécutif de la structure, en fait le gouvernement de la structure, là où l'Assemblée fédérale, qui est en fait l'Assemblée générale, mais que nous appelons Assemblée fédérale, et le Parlement qui vote les... Ton micro s'est coupé, Eric. Ton micro s'est coupé. Voilà. Est-ce que ça Oui, fonctionne? on était sur l'Assemblée fédérale et le comité exécutif, qui est donc le Parlement. Alors, le comité exécutif qui est le gouvernement et l'Assemblée fédérale qui est le Parlement qui vote les textes, les règlements, le code disciplinaire, enfin tout ce qui, évidemment, sert de support juridique au fonctionnement de la fédération. Donc, désormais... J'ai une première question pour rebondir à Oui. ce que tu dis. Première question notamment. Donc, je n'entends plus, j'ai pas entendu la je question. disais que tu étais en charge au sein de la fédération eh bien de l'arbitrage, plus particulièrement au sein du comité exécutif. Est-ce que c'est ta passion d'arbitre qui t'a poussé à obtenir ce poste? Et selon toi, est-ce qu'il faut avoir été ancien arbitre pour diriger l'arbitrage français au sein de la fédération? Alors, moi, évidemment, l'arbitrage est ma passion, l'une des passions de ma vie. J'ai été arbitre officiel à l'âge de 16 ans. Aujourd'hui, c'est fréquent d'avoir des jeunes arbitres, mais à mon époque, nous étions que 3 jeunes arbitres sur la Côte d'Azur. Claude Colombo, Gilles Vessière et moi-même. Alors, je cite à dessein Claude Colombo et Gilles Vessière parce qu'ils ont été tous les deux de grands arbitres internationaux qui faisaient partie de la top list de l'UEFA, c'est-à-dire qui étaient titulaires en Champions League. Euh, Moi, évidemment, je n'ai pas eu cette carrière-là. Je suis resté un arbitre beaucoup plus modeste, mais la passion, elle est intacte comme au premier jour. Et voyez-vous, l'arbitrage, c'est exactement comme le football. Quel que soit le niveau de pratique, on peut y trouver du plaisir, du bonheur, les valeurs qui sont celles de tous les sports, mais en particulier du football, qui est le sport roi, le sport universel, pratiqué par des millions et des millions de gens dans le monde. Donc, non, il n'est pas nécessaire d'avoir été comment dirais-je, un ancien arbitre de haut niveau pour exercer des fonctions dans la Commission fédérale des arbitres. Et il n'est pas non plus nécessaire d'avoir joué au football pour être arbitre. Nous avons un exemple je dirais, illustre avec Michel Vautreau, le très grand Michel Vautreau, qui a arbitré 3 Coupes du Monde,
finale de Coupe d'Europe, qui a été un très très grand arbitre. Michel n'a jamais joué au football, tout simplement parce que jusqu'à l'âge de 17 ans, il avait un souffle au cœur et il ne pouvait pas pratiquer. Donc voilà. Merci pour ta réponse, Eric. Est-ce qu'on peut, avant de relayer les questions des étudiants, je vois qu'il y en a déjà dans la conversation, tu disais, merci de couper votre micro, s'il vous plaît. Tu disais que... Excusez-moi. Bonjour. Oui, merci de couper votre Mais micro. comment on fait Bonjour, pour merci couper de les couper. notifications? On n'entend pas le... Je m'en occupe. Merci. Monsieur Duprat, est-ce je que... vous ai dit tout à l'heure, mais vraiment, on n'entend rien du tout depuis tout à l'heure. Vraiment, vraiment. Alors, c'est bizarre parce que nous, on entend bien ici. Donc, je regarde ça. Une question, Eric. Tu disais que tu as pris l'arbitrage français dans un piteux état, en tout cas dans un état en difficulté. Est-ce que maintenant, tu peux faire un petit retour en arrière et te dire que ça va mieux et quels sont les indicateurs de mesure qui prouvent que ça va mieux? Alors, en effet, nous avons des indicateurs précis. La qualité de l'arbitrage français a été très largement relevée, haussée, grâce à la professionnalisation de l'arbitrage qui est intervenue il y a quelques années, 4-5 ans, et qui a permis donc d'avoir de véritables arbitres professionnels, c'est-à-dire qui font ça, c'est leur métier, ils ne font que ça. Nous les avons en rassemblement à Clairefontaine à peu près toutes les 3 semaines, un mois, où on les fait travailler sur naturellement la condition physique, mais au-delà, tout l'aspect technique à travers le visionnage, le débriefing de tous les matchs qu'ils ont dirigés. On revient sur les situations polémiques et évidemment on cherche des solutions avec eux pour que les erreurs d'arbitrage ne se reproduisent pas. Alors, la dernière statistique connue et qui démontre bien le bon niveau de l'arbitrage français, c'est que d'une saison sur l'autre, de la saison dernière à aujourd'hui, il y a 20% d'erreurs en direct en moins commises par les arbitres. Et grâce à la VAR, la vidéo-assistance à l'arbitrage, 78% des décisions clairement erronées sur ce nombre de décisions erronées en baisse de 20% déjà sur le terrain, les décisions de terrain. Donc sur le reliquat d'erreurs qui restent, eh bien 78% sont corrigés par la VAR. Ce qui veut dire que l'équité et la justice sportive a grandement augmenté depuis ces dernières années. Naturellement, il y a toujours des polémiques, il y a toujours une zone grise qu'on n'arrivera pas comment dirais-je, à régler complètement. Mais ça a énormément progressé. Autre indicateur, les désignations internationales. Et au moment où je vous parle, j'ai appris il y a 2 jours que nous avions encore 4 arbitres désignés en Champions League. Alors, les désignations sont encore confidentielles, donc je ne peux pas parler, mais dans des très grands matchs et des très grands clubs, nos 3 arbitres qui sont sur la top liste actuellement de l'UEFA, ce qui est rarissime. Au moment où j'ai pris l'arbitrage en main, il n'y avait qu'un seul arbitre sur la top liste. Aujourd'hui, nous en avons 3. C'est assez rare en Europe, il y a peu de pays qui ont 3 arbitres parmi les 21 qui font partie de cette liste élite de l'UEFA, c'est-à-dire, je le répète, qui sont titulaires pour arbitrer en Champions League. Nous en avons 3, bien sûr Clément Turpin, Benoît Bastien et François Le Texier. Et une 4e arbitre qui s'appelle Stéphanie Frappard, qui est une arbitre féminine de très haut niveau. Elle aussi, elle a été désignée en Champions League, là, tout dernièrement. Donc, le nombre très important de désignations internationales, de 8e de finale, de quart de finale, de demi-finale et de finale de Coupe d'Europe sont un signe
d'excellente santé du football, enfin de l'arbitrage français. Je précise que Clément Turpin, qui est l'arbitre français numéro 1 depuis de nombreuses années maintenant, Clément a dirigé coup sur coup l'année dernière la finale de l'Europa League et cette année la finale de la Champions League à Paris. Donc voilà, ça ce sont des indicateurs objectifs de la qualité de l'arbitrage, ce qui naturellement n'exclut pas les polémiques inévitables avec les clubs et avec les fans surtout. Il y aura toujours des discussions sur des pénaux, sur des hors-jeux, ou bien entendu la grosse polémique à l'heure actuelle sur les cartons rouges, puisque en effet il y a eu une distribution de cartons rouges assez importante, puisqu'au bout de 8 journées, on avait déjà 35 cartons rouges infligés en championnat de France de Ligue 1. Là où en Angleterre, il y en avait peut-être 4 ou 5, et 45 cartons rouges en Ligue 2. Donc, ce qui a entraîné une levée de bouclier des clubs et qui a contraint la direction technique de l'arbitrage, puisque tout à l'heure, j'ai oublié de vous préciser que nous, la CFA, on est l'organe politique, mais l'organe opérationnel qui gère l'arbitrage au quotidien, c'est la direction technique de l'arbitrage, avec 2 pôles, un pôle professionnel et un pôle amateur. Et la politique technique, les désignations, les promotions, les rétrogradations et aussi les arbitres à qui on accorde des contrats ainsi que la durée des contrats, tout cela est validé par la Commission fédérale des arbitres qui reste l'organe suprême de gouvernance de l'arbitrage. Voilà, eh bien, la direction technique de l'arbitrage, elle est en train de travailler sur cette question de carton rouge. D'ailleurs, elle a identifié qu'il y avait à peu près Excuse me, professor. 5 cartons rouges de trop qui avaient été Excuse me. dans les 8 premières journées. Oui. Une question, Eric, il y a déjà des questions dans la conversation, notamment autour de... I am Please, international 1 minute, business. please. Yes, please, 1 minute, please. Thank you. Une première question dans la foule de questions, on est 280 à être connectés pour le moment. Tu parlais des cas de carton rouge. Est-ce que tu as une raison, une explication à ce nombre de cartons rouges? C'est une question d'Alexis. Comment expliquer le nombre de cartons rouges cette année? Est-ce qu'il y a eu une politique autour de ça? Est-ce que c'est uniquement des faits? Comment toi, le patron de la CFA, patron de l'arbitrage français, est-ce que vous avez passé des consignes autour de vos arbitres? Alors, la CFA n'a pas donné de consignes particulières par rapport à la saison dernière. La CFA a validé exactement la même ligne technique que celle de l'année dernière, à une seule différence près, que nous avons demandé aux arbitres de ne plus tolérer des attroupements autour d'eux quand il y avait une contestation et d'infliger des cartons jaunes quand il y a un troupeau de joueurs qui les entourent au moment d'une contestation de décision. C'est la seule consigne que la CFA a donnée. En ce qui concerne les consignes techniques générales, il faut savoir que la protection des joueurs et de l'image du football est la première des consignes qui est donnée aux arbitres. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a des gestes techniques non maîtrisés ou des gestes violents ou des anéantissements, eh bien, les arbitres infligent des cartons rouges. Alors, pourquoi cette année, ça a été particulièrement sévère? Je crois que cette année, il y a un enjeu particulier, c'est qu'il y a 4 clubs de Ligue 1 et 4 clubs de Ligue 2 qui descendent cette année, au lieu de 2. Donc, c'est évidemment une année extrêmement compliquée pour l'arbitrage et la tension sur les terrains, elle est palpable. Dès le début du championnat, on a vu que ça serait une année difficile à mener parce qu'il y a ces enjeux considérables. Et je pense en particulier aux enjeux financiers pour les clubs, hein, bien entendu. Donc évidemment, il y a beaucoup de tensions sur les terrains. Est-ce qu'il y a un peu plus de jeu agressif?
Est-ce que les arbitres ont voulu protéger davantage les créateurs et permettre à un beau football fair play de se développer? C'est possible. Il faut savoir qu'il y a une autre statistique intéressante qui nous a été donnée par l'UEFA, c'est que, par exemple, parce qu'on compare souvent avec l'Angleterre, hein. L'Angleterre, il y a très très peu de cartons rouges. L'année dernière, en Angleterre, il y a eu 1200 blessures de joueurs. En France, il y en a eu 600. Les blessures. Ton micro est coupé. Qui bougeait. Vous avez été coupé à partir de quel moment? Tu es sur les minutes, en l'occurrence, de justification et de comparaison des minutes entre un championnat et l'autre. Et ça me permettra ensuite de rebondir sur une question suivante, notamment après que tu termines cette remarque autour notamment de l'arbitrage dans d'autres championnats, notamment en Première Ligue. D'accord. Mais Eh je bien, te laisse terminer. justement, donc en Première Ligue, il n'y a eu que 4 ou 5 cartons rouges. Je vous disais, au bout de 8 journées, chez nous, il y en avait 35. Seulement, l'année dernière, pas en Champions League, en Europa, en Première Ligue. En Première Ligue, donc chez les Britanniques, il y a eu 1200 blessures, là où en France, il n'y en a eu que 600, la moitié. Alors, je ne dis pas qu'il y a un lien immédiat de cause à effet entre les cartons rouges et la protection des joueurs que l'on pratique en France et puis, disons, un laisser-faire plus fluide au niveau de l'Angleterre. Mais bon, ça, c'est quand même une statistique qui est sur la table. Et les blessures, pour vous donner un exemple, ont coûté au Paris Saint-Germain 40 millions d'euros. Les joueurs blessés, tout compris, entre les arrêts de travail, la récupération, les soins, etc., il y en a eu pour 40 millions d'euros. Donc, la protection des joueurs, elle a aussi un impact économique. Et je pense que l'explication, elle est surtout là à rechercher avec une vigilance particulière des arbitres sur la protection des joueurs, ce qui est d'ailleurs un souhait des clubs. Alors c'est un peu, alors les clubs souhaitent moins de cartons rouges, mais ils veulent toujours plus de protection et on les comprend, hein, pour leurs joueurs. Donc voilà, pour le moment, je n'ai pas d'éléments plus précis à donner sur cette question. Une question, Eric, de Thomas. Pourquoi ne pas mettre en place un micro sur les arbitres comme au rugby? Alors, il faut savoir que les arbitres sont favorables à cette évolution technologique, comme ils ont été tout à fait favorables à la vidéo-assistance à l'arbitrage, comme ils ont été favorables vous savez, au son qu'il y a entre les arbitres, les assistants et les VAR. On a des micros, hein, on a des moyens de communication entre les arbitres. Donc tout ça, on a été très favorable. Pour le moment, c'est l'IFAB, qui est l'International Football Board Association, Board, pardon, l'International Football Board, qui gouverne les lois du jeu. C'est eux qui modifient les lois du jeu. Et pour le moment, l'IFAB et donc la FIFA interdisent le son. On fait quelques petites expérimentations, on en a fait en France, mais pour le moment, c'est pas autorisé par la FIFA. Nous, on a dit que dès que l'expérience sera lancée, parce qu'il y a un groupe de travail, hein, au niveau de la FIFA qui travaille là-dessus, dès que ça sera comment dirais-je, en application, enfin, qu'on sera en test, eh bien la France sera candidate. Elle lèvera la main tout de suite pour mettre les micros. Nous, ça ne nous dérange absolument pas. On n'a rien à craindre parce que voilà, on sait très bien comment se comportent nos arbitres et on ne craint pas qu'ils soient entendus. En revanche, on risque d'avoir des surprises de la part de la manière de s'exprimer de certains joueurs et même de certains entraîneurs. Ça, le son, c'est à double tranchant, hein.
Une question d'Alexis. Eric, comment expliquer le nombre d'erreurs d'arbitrage encore assez fréquent malgré le soutien de la VAR? Alors, il faut savoir ce qu'on appelle une erreur d'arbitrage. Si c'est une erreur d'arbitrage diagnostiquée par les fans d'un club ou par les commentateurs de la télévision, on reste très circonspect parce que, en fait, seuls sont habilités à dire s'il y a eu ou non erreur d'arbitrage les techniciens et les managers de la direction technique de l'arbitrage. Et pour nous, je vous l'ai dit, les erreurs d'arbitrage sont en forte baisse puisque d'une année sur l'autre, il y a eu 20% d'erreurs en moins sur le terrain, en live sur le terrain. Et sur le chiffre résiduel, moins les 20%, il y a quand même eu encore 78% d'erreurs corrigées par la VAR. Ce qui veut dire que les erreurs vraiment non corrigées sont très, très, très faibles. Et il faut que vous sachiez également que tous les matchs de Ligue 1 et de Ligue 2, et même du National, sont séquencés. C'est-à-dire que tous les matchs sont séquencés par les managers, par le personnel qui travaille à la DTA, pour identifier précisément les erreurs d'arbitrage. Et les arbitres sont évalués. Ils sont évalués sur les erreurs qu'ils font. Enfin, il y a plusieurs critères. Ils sont évalués et à la fin de la saison, eh bien, c'est exactement comme pour les clubs. Il y a des arbitres qui descendent en catégorie inférieure et puis il y en a d'autres qui montent en catégorie supérieure. Cette année, il y a 2 arbitres de Ligue 1 qui ont été rétrogradés en Ligue 2 et puis 2 jeunes qui sont montés de Ligue 2 en Ligue 1. Donc, les arbitres sont très surveillés, très évalués à chaque match. Tous leurs matchs sont séquencés, revus, discutés. Quand ils se rencontrent toutes les 3 semaines, un mois à Clairefontaine, les scènes sont passées en grand écran et tous les arbitres du groupe, les 21 arbitres de Ligue 1, analysent les actions polémiques commises par leurs confrères. Et voilà, il y a un gros travail qui est fait. Alors bien sûr, tout ce travail ne remonte pas à la lumière des médias, parce que c'est un travail de fond qui est fait, je dirais, presque pratiquement au quotidien. Mais, et puis la presse ne parle que de ce qui ne va pas, elle ne parle pas des choses qui vont bien. Mais c'est là où il y a vraiment un vrai travail en profondeur qui est fait pour améliorer l'arbitrage, en sachant qu'il y aura toujours une marge d'erreur. Voilà. Mais il n'y en a pas autant que ce que pensent les gens qui très souvent ne connaissent pas le règlement. Et d'ailleurs, la plupart des contestations sur le terrain proviennent du fait que les joueurs ne connaissent pas le règlement. Et d'ailleurs, à l'Assemblée fédérale, le Parlement du football, du 11 décembre dernier, du 11 décembre 2021, nous avons modifié le statut de l'arbitrage, qui n'avait pas été retouché depuis 25 ans, et nous avons prévu l'obligation pour tous les jeunes qui intègrent un centre de formation d'un club professionnel d'effectuer ce que nous appelons une FIA, c'est-à-dire une formation initiale dans l'arbitrage. C'est-à-dire que les jeunes qui ont 16-17 ans, qui intègrent un club pro, un centre professionnel d'un club pro, ils sont soumis au même examen que passent les arbitres dans leur district quand ils démarrent l'arbitrage. Donc c'est une première étape, mais voilà, ça leur permettra pour les générations qui arrivent de connaître au moins les bases de l'arbitrage. Alors, on enchaîne sur les questions. Il y en a beaucoup, Eric. Ton intervention intéresse et passionne, évidemment. Une question de Clément. Qu'est-ce que vous pensez du Calciopoli? L'avez-vous vécu en tant qu'arbitre? Pardon? Du Calciopoli, à savoir en l'occurrence l'affaire Calciopoli, le scandale sportif, notamment en Italie, qui avait impliqué différents clubs. Est-ce que tu en as entendu parler ou pas? Alors, j'en ai entendu parler donc par rapport à l'Italie. Moi, je ne suis pas trop les autres championnats. Hein, enfin, je lis l'équipe, mais sans plus. En revanche, pour le moment, en France, nous sommes épargnés par de gros scandales comme d'autres pays ont connu. En effet, l'Italie,
je crois l'Espagne, l'Allemagne, où il y a eu des cas carrément de corruption d'arbitres. Donc, fort heureusement, pour l'instant, la France n'est pas touchée par ce type de scandale. Je crois qu'il y a un niveau quand même de moralité des acteurs, que ce soit les clubs, les joueurs, les dirigeants, même s'il y a des problèmes, hein, bien entendu. Mais voilà, on est quand même préservé. Et puis nous avons aussi l'ARJES qui surveille de très très près les paris sportifs. Hein. Par exemple, les arbitres, moi, par exemple, je ne peux pas faire de paris sportifs sur le football. Hein. Voilà, on est très très surveillé, les joueurs aussi. Bon, voilà, il y a quand même un certain nombre de garanties. Une question d'Enguerrand. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas d'arrêt du chronomètre comme au rugby lors des longs arrêts de jeu de blessures, par exemple? Alors, il y a un protocole pour, comment dirais-je, calculer le temps additionnel qui est donc attribué par l'arbitre à l'issue de chaque période. Le football se joue en 2 périodes de 45 minutes entrecoupées d'une mi-temps d'un quart d'heure à peu près. Donc, c'est pris en compte, mais c'est pas effectivement comme au basket ou comme au hand ou au futsal. Dans le futsal, nous avons un chronométreur, une table avec un chronomètre comme au basket. Pour les matchs traditionnels, c'est pas prévu, c'est laissé à l'appréciation de l'arbitre et bien entendu des assistants et du 4e arbitre qui gèrent avec l'arbitre le temps, même si, d'après les lois du jeu, l'arbitre est le seul chronométreur du match. Une question de Mélia. Vous ne trouvez pas que la VAR enlève la magie du foot? Bien, écoutez, c'est vrai que moi j'ai connu la plus grande partie de ma vie, je l'ai passée au football sans la VAR. Euh, c'est vrai que à cette époque-là, il y avait une espèce d'incertitude quand on supposait une erreur d'arbitrage. Bah, il y avait toujours le doute parce que voilà, il y avait pas la VAR et puis surtout il n'y avait pas le protocole extrêmement précis dans lequel il est dit comment l'arbitre peut revenir sur certaines décisions. Alors ça enlève de la spontanéité, je ne vais pas vous dire le contraire. On a beaucoup travaillé pour réduire le temps de contrôle. Hein. C'est-à-dire que là, maintenant, on est très souvent, enfin la plupart du temps, à moins d'une minute, même bien moins qu'une minute pour valider ou contrôler des actions. Après, il y a des actions qui parfois sont très litigieuses, donc qui demandent 1 ou 2 minutes. Ça, c'est plus problématique. Et c'est vrai que ça coupe le jeu. Donc voilà. Mais d'un autre côté, la VAR a apporté beaucoup plus de sérénité sur les hors-jeux. Là, vraiment, tout le monde est d'accord pour dire que la VAR a vraiment fait progresser pour les hors-jeux, puisque vous savez, le hors-jeu, c'est binaire. C'est où il y a hors-jeu, ou il n'y a pas hors-jeu. Donc c'est pour ça que toutes les tentatives de dire ah ouais, mais s'il y a juste 1 centimètre, s'il y a un pied, s'il y a une épaule, non. C'est une question dans la conversation, Eric. D'ailleurs, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser quelques centimètres d'acceptation? Il y a une question d'un étudiant dans la conversation autour de cela. Pas en l'état actuel de la loi 11, qui est la loi qui prévoit le hors-jeu, parce que la loi est formelle, où il y a hors-jeu, où il n'y a pas hors-jeu. On ne peut pas être un peu hors-jeu. On est hors-jeu ou on n'est pas hors-jeu. Et d'ailleurs, Pierluigi Collina, pardon, le patron des arbitres au niveau de la FIFA, qui a été lui-même un très très grand arbitre international et puis qui a longtemps présidé la commission des arbitres de l'UEFA, a été très clair. Il a souvent été interrogé sur ça. Et il a dit, mais attendez, où il y a hors-jeu, où il n'y a pas hors-jeu. Et c'est pour ça que là, la VAR est très efficiente. Parce qu'avec la technologie moderne, on peut vraiment déceler s'il y a hors-jeu ou pas. Donc ça apporte de l'équité sportive, malgré tout.
Parce que en l'état actuel de la loi, si la loi change, c'est autre chose, mais tant que c'est comme ça, ben avec la VAR, on est sûr que le but, il est valable ou non. Je vous précise également que la FIFA est en train de travailler sur un ballon intelligent avec un système informatique qui est lié à des capteurs et à des caméras, etc. On s'achemine vers le hors-jeu semi-automatique. C'est-à-dire que le rôle de l'assistant va être très clairement amélioré encore davantage. C'est une amélioration de la VAR, si vous voulez. Ils sont en train de travailler là-dessus à la FIFA pour vraiment euh, en finir avec les hors-jeux litigieux. Euh, voilà. Encore des questions, il y en a beaucoup. Une question notamment autour des joueurs et de l'arbitre. Un étudiant pose la question, est-ce qu'on prépare différent un match quand, par exemple, il y a une légende comme Messi en Ligue 1? C'est une question d'Adama. Est-ce que les matchs sont préparés différemment quand l'arbitre arbitre le PSG, l'Olympique de Marseille, l'Olympique lyonnais, quand il y a de grands joueurs sur le terrain? Je ne crois pas. Je crois que chaque arbitre a sa préparation propre, parce que, contrairement à ce qu'on peut entendre ici ou là, les arbitres ne sont pas du tout robotisés par leur management. Euh, Nous, on leur donne des consignes, mais ensuite, chaque personnalité s'exprime à sa manière. Et il y a autant de manières de préparer un match que d'arbitres qui dirigent les rencontres. Vous savez, les arbitres, avant d'arriver à être arbitre en Ligue 1, il y a au minimum une bonne quinzaine d'années à avoir galéré dans le football fédéral amateur, d'abord dans le football amateur tout court, puis dans le football fédéral amateur, et enfin en national et en Ligue 2, avant de parvenir enfin à toucher le Graal de la Ligue 1. Donc ce sont des arbitres rompus, expérimentés, qui ont déjà connu beaucoup de choses. Et bien sûr, l'exposition médiatique de la Ligue 1 change la donne. D'ailleurs, la marche, on le dit souvent, la marche entre la Ligue 2 et la Ligue 1, elle est énorme, aussi bien pour les clubs que pour les arbitres. Mais ils y sont préparés, et puis nous, on les prépare aussi psychologiquement. Il y a des formations qui sont données aux arbitres pour qu'ils soient au mieux préparés pour affronter les légendes. Parce que la Ligue 1, c'est évidemment du très haut niveau. Alors bien sûr, quand il y a des joueurs comme Neymar, comme Mbappé, comme Messi et d'autres, hein, parce que eux, c'est vraiment la crème de la crème, mais vous avez des joueurs de très très haut niveau qui évoluent dans notre championnat. Et bien sûr, les arbitres doivent être prêts psychologiquement à les diriger parce que ce sont des mécaniques de haute précision, parce que ce sont des stars, parce qu'il y a plein de choses. Si vous voulez, euh, la Ligue 1, c'est un spectacle. C'est pas un sport. Le football, à ce niveau-là, c'est un spectacle. La Ligue professionnelle est une entreprise de spectacle. Les clubs, ce sont des organisateurs de spectacles. Et l'arbitre doit prendre sa part dans ce spectacle. Alors, bien sûr, c'est un arbitre. Ce que je dis toujours au club, je leur dis, mais attendez, mais les arbitres sont des arbitres, donc ils appliquent un règlement. Euh, ils ne peuvent pas faire le spectacle, bien sûr. D'ailleurs, on dit toujours que le meilleur arbitre, c'est celui qui passe inaperçu, contrairement au joueur. Lui, le joueur, il ne faut pas qu'il passe inaperçu. Il faut qu'il brille, pas l'arbitre. Et donc, voilà, il se prépare à affronter ce spectacle avec le public, avec les enjeux qui sont énormes, des enjeux sportifs, des enjeux économiques. Et bien entendu, ils sont prêts, mais ils sont prêts que ce soit pour un match quelconque de milieu de tableau de Ligue 1 ou que ce soit pour le Classico ou l'Olympico, il n'y a pas de problème, les arbitres répondent présents. On va prendre le maximum de questions, Eric, pour satisfaire tout le monde. Une question de Quentin. Comment expliquez-vous le fait que les arbitres de touche ne sifflent pas les hors-jeux directement? Des joueurs pourraient se blesser entre-temps.
Ben, ça n'a pas toujours été comme ça. Moi, j'ai connu l'époque, mais nous parlons du siècle dernier. J'ai connu l'époque où l'assistant qu'on appelait juge de touche à l'époque, dès qu'il y avait un hors-jeu de position, levait le drapeau et c'était l'arbitre qui lui faisait baisser le drapeau et qui disait s'il y avait hors-jeu, pas hors-jeu. Aujourd'hui, les consignes ont complètement changé. Alors, ce sont des consignes internationales, hein. Nous, on applique les standards de la FIFA, bien sûr, et de l'UEFA. Donc, ils demandent que le hors-jeu soit signalé à la fin de l'action. Donc, effectivement, le joueur part hors-jeu et selon le résultat, on va signaler le hors-jeu ou non. Et bien sûr, votre question est pertinente. Entre-temps, le joueur peut se blesser. Mais l'arbitre n'est pas responsable de ça, il applique une consigne qui lui est donnée par les instances internationales. Très bien. D'autres questions encore. Au vu de la différence de football entre la Ligue 1 et la première ligue anglaise au niveau de l'impact notamment, les arbitres sont-ils formés d'une manière différente? On dit souvent qu'en Angleterre, on siffle beaucoup moins qu'en France. Tu en as déjà un peu répondu tout à l'heure. Est-ce que, selon toi, il y a une formation différente des arbitres en fonction des pays? Ah, probablement. Probablement parce que si vous voulez, la FIFA édite son manuel chaque année, enfin l'IFAB très précisément, édite son manuel chaque année avec les lois du jeu mises à jour, les consignes, etc. Et ensuite, chaque pays adapte à son football les lois du jeu et les consignes surtout. Les lois du jeu, pas tellement, mais les consignes. Manifestement, en Angleterre, les consignes sont différentes de celles qui sont données en France. Je vous ai donné tout à l'heure le chiffre des blessures en Angleterre et en France. C'est le double, quand même. Alors, tout dépend de la politique qu'on veut mener et le football qu'on veut. Chez nous, on veut surtout protéger les créateurs, protéger les joueurs, protéger le beau jeu. Alors c'est vrai qu'en Angleterre, on voit du beau jeu, on voit des buts, on voit, comme tu disais, on voit de l'impact et on voit des blessures. Donc ça, c'est un choix stratégique. Pour le moment, en France, alors je ne sais pas si ça évoluera parce que euh, tout, tout doit évoluer dans la vie, mais on est très attentif à la protection des joueurs. D'où la différence avec le football anglais. Une question de Yuri, un peu aussi sous le ton de la taquinerie. Euh, Comment expliquer que la règle de la main dans la surface est évoluée 3 fois en 3 semaines? Et donc, est-ce qu'il y a une règle sur la main, Eric? Et qu'est-ce que tu en penses? Rien que ton soupir montre que c'est difficile. Ben oui, parce que moi j'ai connu, quand j'arbitrais, l'époque heureuse où la main était à la seule appréciation de l'arbitre. Et le seul critère, c'était l'intention. Ou la main est volontaire ou elle est involontaire. Quand le ballon allait à la main sans que le joueur ne fasse un geste, ne manie le ballon, il n'y avait pas main. Même dans la surface de réparation, il n'y avait pas main. C'était comme ça. Et puis, aujourd'hui, il faut avoir fait Polytechnique hein, pour comprendre dans quelles conditions on doit siffler une main, les mains offensives, les mains défensives. Ici, il n'y a pas main, là, il y a main, là, il y a main. C'est extrêmement technique. Et d'ailleurs, cette complexification des lois du jeu au fil du temps, toujours sous couvert de simplification, naturellement, mais en fait, c'est de plus en plus technique, pour moi, présente un danger un peu sur le plan philosophique, sur le plan de la philosophie du football, c'est que on remet le football entre les mains des techniciens. Ce qui a fait la force, et la grande force, et le développement du football, c'était la simplicité de ses règles, notamment par rapport au rugby, par exemple, qu'on nous cite toujours un exemple. Mais le rugby, c'est impossible de lire les règles du rugby, c'est incompréhensible. Il faut vraiment être tombé dans la marmite petit pour comprendre les règles du rugby. Au football, c'était la facilité. D'ailleurs, je vais vous dire,
à l'origine du football, il n'y avait pas d'arbitre. Le principe, c'était l'auto-arbitrage. Ce n'est que par la suite que les arbitres sont apparus, d'abord les umpires et puis les referees. Donc, voilà, pour les mains, ça fait partie de cette complexification du football qui fait que désormais, seuls les techniciens sont capables de comprendre. Et là où je dis que ça rejoint un peu la philosophie, c'est que, et c'est partout dans la vie, hein, dans la société, c'est exactement la même chose. On remet le pouvoir aux techniciens, à ceux qui savent. Voilà. Et si vous ne savez pas, ben, vous n'avez plus qu'à fermer la bouche pour rester poli, parce que vous ne savez pas. Donc c'est une forme de confiscation du pouvoir contre laquelle moi je lutte, à mon niveau, alors, avec mes moyens, bien sûr. Mais voilà, je pense que ce qui fait la force du football et la force de toutes les organisations, c'est l'humain. C'est quand l'être humain est au cœur du dispositif. Et moi, ce que j'ai apporté en 2012, quand je suis devenu le président, les premiers mots que j'ai dit au groupe de l'époque, et à tous ceux que j'ai vus venir, parce que maintenant, je les ai tous nommés, moi, en première division. Il ne reste presque plus des vieux. C'est toujours de mettre l'humanité au centre de leur arbitrage. Parce qu'il n'y a que cette vérité-là qui permet de distinguer le grand arbitre de l'arbitre moyen. C'est justement leur humanité. Et le football, si on veut continuer à rester le sport populaire, le plus populaire dans le monde, doit conserver cette part d'humanité. Vous savez, je dis souvent que le football, c'est un vecteur de paix, c'est un vecteur de rapprochement des peuples entre eux. Dans les compétitions internationales, dans les grands tournois, les Coupes du Monde, les championnats d'Europe, ben, tous ces pays qui se rencontrent, qui se confrontent, tous ces dirigeants qui se voient, tous ces joueurs qui se voient, tous ces entraîneurs qui se voient, c'est l'occasion d'exalter l'humanité de ce sport et de comprendre que, au fond, il n'y a qu'une seule race sur la Terre, c'est la race humaine. Ouais. Et donc, voilà pourquoi les mains, moi, je n'étais pas trop d'accord avec les évolutions très techniques et très complexes, parce que finalement, les gens ne savent pas quand il y a main, quand il n'y a pas main, et même moi-même, je m'y perds. Je fais confiance aux techniciens purs de l'arbitrage. Mais c'est sûr que c'est des sources de polémique. Alors, tu es aidé dans ton discours par un de nos étudiants qui est jeune arbitre de la fédération, qui est notre campus de Lyon, qui est Vincent Collot, qui répond en modération à certaines questions d'étudiants. Donc, tu formes bien tes arbitres, Eric. Quelques questions, encore une de Thomas. Quels sont les critères d'évaluation des arbitres? Est-ce que c'est vrai que leur note baisse s'ils consultent la VAR? Alors, ça, c'est une grosse interrogation à laquelle nous avons de multiples fois répondu. Nous, on souhaite, en tout cas jusqu'à maintenant, j'ignore si la ligne technique changera, évoluera, mais pour l'instant, on souhaite que les arbitres arbitrent sur le terrain, sans tenir compte de la vidéo, qu'ils prennent en direct live la bonne décision. Par conséquent, vidéo ou pas vidéo, s'ils font une erreur d'arbitrage, ils sont sanctionnés. Par exemple, un arbitre qui loupe un péno, c'est moins 0,5. Un arbitre qui ne met pas un avertissement alors que ça le méritait, il va avoir moins 0,10. Et ainsi de suite. Il y a toute une codification. Et là où la VAR intervient, c'est que si la décision est corrigée parce qu'elle était erronée, puisque sinon la VAR n'intervient pas, de toute façon, l'arbitre avait perdu les points, il avait commis une erreur, qui est VAR ou pas VAR. De toute façon, il a commis une erreur et donc il est sanctionné par l'observateur. L'intervention de la VAR, si l'arbitre corrige son erreur, il n'y a pas de sanction supplémentaire. Il avait de toute façon, avant l'intervention de la VAR, perdu les points, puisqu'il a commis une erreur. Mais là où il risque de perdre
plus de points, c'est si la VAR lui donne la bonne réponse et que lui maintient la décision erronée. Là, il perd des points. Là, il perd des points à cause de la VAR. Mais c'est le seul cas. Dans tous les autres cas, quand la VAR intervient, il a déjà perdu les points, l'arbitre. Il a commis l'erreur. Voilà. Donc, c'est un peu une fausse... enfin, comment dirais-je, une fake news. Voilà, c'est un peu une fake news. L'arbitre ne perd pas des points à cause de la VAR. Il ne perd des points que s'il persiste dans son erreur. Errare humanum est, perseverare diabolicum. Une dernière petite chose également, Eric. Donc, tu as parlé du mieux de l'arbitrage français, de ces Français, notamment Clément Turpin, qui arbitre des finales de Coupe d'Europe. Il va donc à la Coupe du Monde au Qatar. Oui, Est-ce que, selon avec toi, il a une Stéphanie. capacité, avec Stéphanie Frappard, est-ce qu'il a une capacité, est-ce qu'ils ont une capacité d'arbitrer un quart, une demi, une finale de la Coupe du Monde? Et comment ça se passe, toi? Alors, c'est une question cruelle que tu me poses. Parce que si Clément arbitre, Clément ou Stéphanie, arbitre la finale de la Coupe du Monde, ça veut dire que la France n'est pas qualifiée. S'il arbitre une demi-finale, ça veut dire que la France, elle a peut-être déjà été éliminée en huitième. Donc, pour moi, c'est compliqué. Je pense que Clément et Stéphanie, mais surtout Clément parce qu'il est notre numéro un, a toutes les qualités pour arbitrer une finale de Coupe du Monde. Absolument toutes les qualités. Mais je ne le souhaite pas, parce que je préfère, de loin, que l'équipe de France aille le plus loin possible dans la compétition. Égoïstement, l'arbitre que je suis voudrait, quelque part au fond de moi, que ça se passe différemment. Mais le dirigeant du football français que je suis ne peut que soutenir l'équipe de France et être derrière notre équipe de France. Il y a une question intéressante encore de Thomas. Pourquoi n'instaure-t-on pas une règle similaire au tennis où les coachs pourraient demander l'intervention de la VAR 1 à 2 fois par match? Alors, bon, comparaison n'est pas raison, hein. Le tennis n'a rien à voir avec le football, hein, en termes de sport. Euh, et pour le moment, l'appel à la VAR par les équipes n'est pas prévu par le protocole VAR de l'IFAB. Ça pourra peut-être un jour évoluer, en effet, dans le sens du tennis, pourquoi pas. En plus de ce qui se passe actuellement, hein, du protocole actuel, imaginez deux jokers, en quelque sorte, pour chacune des deux équipes dans le match. Une fois en première période, une seconde fois en deuxième période, par exemple. Hein, ça pourrait euh, peut-être se produire. Mais bon, vous voyez, on parlait de fluidité du jeu, on parlait euh, de spontanéité, de magie. Tout à l'heure, il y a un des étudiants qui a parlé de la magie du football. Bah, si on intervient comme ça, d'abord nous, les arbitres, tout court avec la VAR, puis à la demande des coachs, bon, ben voilà, c'est plus le football. On change de football. Alors ça peut être un choix, hein. Ça peut être un choix stratégique des instances fêtières du football mondial de changer la philosophie de notre sport. Pourquoi pas? Mais on a tout imaginé, vous savez, des tiers-temps, avec des interruptions pour mettre de la pub à la télé, pour faire de l'argent. Il y a plein de choses qui ont été imaginées, mais pour le moment, les gardiens du temple que sont les membres de l'IFAB, je rappelle que l'IFAB est composé des 5 fédérations britanniques, Angleterre, Écosse, Pays de Galles, Irlande. Il m'en manque une. À moins qu'il n'y en ait que 4. Je ne sais pas, il doit m'en manquer une. Et à égalité des membres de la FIFA. Donc, pour modifier une loi du jeu, il faut absolument que l'un des deux groupes vote pour l'autre, pour qu'il y ait une majorité. Et c'est la raison pour laquelle les lois du jeu sont très peu modifiées, même si dans la période récente, il y a eu
une modification profonde, une réécriture profonde des lois du jeu. On arrive donc à la fin. Éric, merci beaucoup de ta présence avec nous ce soir. Merci aux étudiants pour leurs questions dans ton agenda chargé, puisque au-delà d'être le patron de l'arbitrage français, tu es aussi, tu l'as dit en propos liminaire, un avocat en criminologie, si je ne me trompe pas notamment, et spécialiste notamment du droit pénal. Donc merci beaucoup de ta présence. On va suivre ton parcours et merci aux étudiants pour leurs nombreuses questions. Merci à vous de m'avoir invité. Et puis, je vous souhaite bonne chance, bonne continuation pour votre scolarité. Et puis, bon vent à toi, Julien, et à l'occasion de se revoir. Très bien, merci beaucoup. À très bientôt, Éric. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Ciao. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Excusez. J'arrive pas à être... Monsieur, vous êtes là? Oui. Excusez-moi, vous n'avez pas donné le code? Vous êtes de quel campus, mademoiselle? Oui, bonjour, moi. Puis signer. Vous êtes de quel campus, mademoiselle? L'INSEC, monsieur. Non, mais d'accord, oui, mais de quel campus, de quelle ville? Paris. De quelle ville? Paris. Paris. Donc, les absences à Paris sont traitées et